Alors, au niveau de l'historique récent, c'est Richard Schliemann, hein, qui était vraiment presque dans une grande difficulté. Il avait du diabète, de l'hypertension, insuffisance rénale. Il a accepté, il a choisi, hein, d'être opéré, d'avoir la première greffe de rein de porc, hein, à Boston le 21 mars 2024. Donc, c'est récent. Il est sorti de l'hôpital en relative bonne santé le 5 avril et il est hélas décédé le 12 mai. Mais il a quand même tenu 2 mois, hein. Donc 2 mois, c'est vraiment une belle avancée. Parce que aux États-Unis, le professeur Montgomery, c'est un ponte donc de ces transplantations, hein, à l'hôpital Langone de New York. Il avait déjà, en août 23, réussi à tenir en survie 32 jours un patient en mort cérébrale, hein. C'était pour essayer, voir si on pouvait, avec les médicaments et la génomique, arriver à rejeter le rejet hyperaigu. Et au début, déjà en octobre 21, on a essayé de brancher, de faire une greffe sur également quelqu'un qui était en fin de vie, en mort cérébrale, et il a tenu 3 jours. On a arrêté au bout de 3 jours, on voulait voir s'il n'y avait pas ce rejet hyperaigu. De même, on a David Bennett qui a une survie de 2 mois avec une greffe de cœur en 2022. Donc en 3 ans, on est passé de la science-fiction à un début de succès. Alors, je vais vous faire un rappel médical simple, hein. Un seul rein suffit, même la moitié, pour épurer le sang. La chirurgie est très facile versus cœur, hein. On n'a pas de symptômes jusqu'à 25% des 2 reins fonctionnels, hein. Et ça, on connaît bien chez les carnivores domestiques, parce qu'en général, autant l'homme meurt par le cœur, autant les chiens et chats, hein, ils meurent par le rein, ils font des insuffisances rénales. Et on est obligé de dialyser si on n'est qu'à 10-15% des 2 reins fonctionnels. Alors, c'est pas juste une pièce à changer parce que le rein a d'autres rôles, en particulier sur la régulation de la tension sanguine, hein, par le système rénine-angiotensine. Et il faut savoir que la pression sanguine du porc est beaucoup plus faible, hein. Quand il marche à 4 pattes, il est plus faible. Donc il fallait que le rein de porc, qui est soumis à une pression supérieure, tienne le coup. Alors, quelles sont les contraintes du xénogreffe? Alors, c'est d'abord la taille de l'organe, hein. Bon, on a sélectionné les animaux et on a fait une sélection génomique pour arrêter la croissance. Il y a un risque d'infection par des virus apportés par l'animal. Alors, c'est exceptionnel parce qu'évidemment, c'est des porcs qui sont élevés pathogènes free, c'est-à-dire ils sont dans des fermes avec beaucoup de biosécurité et on élimine tous les virus. Bon, il peut y avoir quand même parfois des virus de la grippe porcine, il peut être porteur, mais on fait des tests et là, il y a pas beaucoup de risques, même si sur David Bennett, donc, qui a eu sa greffe de cœur, on suspecte qu'il est mort à cause d'un cytomegalovirus porcin. Mais le très très grand risque, c'est que il y a des rétrovirus intégrés depuis longtemps dans l'ADN des cellules de porc, dans l'ADN de tous les humains, de toutes les espèces. Il y a des rétrovirus qui sont cachés dans l'ADN et qui peuvent sortir. Et c'est là le plus gros danger, hein. Et on connaît le HIV, le virus du sida, qui est un rétrovirus, hein. Et donc, ces virus, ben, ils s'introduisent dans une cellule, dans le noyau, ils rentrent dans l'ADN et ils peuvent se répliquer. Donc, déjà, on voit que le singe était plus risqué et c'est pour ça que maintenant on préfère un petit peu le porc, hein. Donc, ces virus, ils peuvent s'adapter à l'humain et ils peuvent se recombiner. Alors, quand il y a eu la discussion au Sénat de la loi bioéthique en 1988, on s'était déjà interrogé sur la barrière d'espèces sur les xénogreffes. Et il y a un professeur Juvès, qui a dit qu'il y avait un risque faible quant à la probabilité, mais élevé quant à la gravité, d'autant qu'on utilise des médicaments anti-rejet, des immunosuppresseurs. Et là, la pandémie n'était pas exclue, donc on s'est beaucoup interrogé. Alors, heureusement, sont arrivées les modifications génomiques pour éviter le maximum de modes de rejet, puisque je dis qu'il peut être hyper aigu en 2-3 jours. Et ensuite, il y a des lésions vasculaires, puis des médiations cellulaires au bout de quelques mois, hein. Alors, on a commencé par modifier un gène porcin alpha-gal, c'est un sucre porcin, hein, qui posait problème. Puis ensuite, on est intervenu sur 10 gènes, puis même 69 gènes pour humaniser un petit peu le rein de porc. Alors, cette technologie, c'est la technologie CRISPR-Cas9, c'est pas 29, c'est 9, qui a eu le Nobel de chimie en 2020 avec une Française, Emmanuelle Charpentier. C'est le ciseau génétique.
avec un ARN, hein, il se promène sur l'ADN et avec une endonucléase, il coupe un barreau de l'échelle ADN. Et on a même réussi à génétiquement inactiver les rétrovirus qui sont menaçants dans l'ADN. Alors on voit, c'est magique, hein, c'est le ciseau génétique, c'est précis, mais il y a quand même un gros risque à évaluer en éthique. Donc on arrive à supprimer des gènes, à en ajouter pour humaniser le rein de porc. On a réussi à stopper la croissance et on arrive à empêcher la sortie des rétrovirus. Alors on a eu une collaboration franco-américaine, hein, suite à ce prix Nobel de chimie, donc c'est 2020, Emmanuel Charpentier, Jennifer Doudna, hein. Et par exemple, l'INSERM de Paris, avec les professeurs Loupi et Goutaudier, ont beaucoup collaboré avec le professeur Montgomery, hein, pour étudier justement toutes les lésions qu'il peut y avoir dans ces rejets et améliorer la recherche sur les immunosuppresseurs. Alors, il y a deux sociétés américaines qui ont fabriqué des porcs pathogènes qui ont été très intéressées par ce CRISPR-Cas9. Alors, c'est Revivicor et Genesis. Alors, si vous voulez de la biblio, vous tapez eugenesisbio.com et vous avez toute la biblio sur la génomique, hein. Alors, ce sont des sociétés capitalistes, hein. Alors, ça pose déjà problème puisqu'il y a une gratuité du don en France, hein, et ils prévoient de produire 4 000 reins, 40 000 reins et 50 000 cœurs, hein. Voilà. Alors évidemment, c'est pas ce qui se passe en Chine. En Chine, il y a une recherche qui est un petit peu cachée, hein, et ils sont déjà en train, eux, de faire des chimères de porc-singe, hein, voilà. Alors, pourquoi s'occuper d'un rein de porc? Eh ben parce qu'il y a un coût, hein. Alors, j'ai acheté l'autre jour un rein de porc, c'est 2,99 le kilo. Deux reins, c'est 1,09. Donc, c'est pas cher de produire un rein de porc. Mais évidemment, c'est un coût énorme parce qu'il faut les élever à part, hein, les enfermer, qu'ils ne soient pas contaminés. Ensuite, sur l'embryon, il faut faire ces modifications génomiques. Donc, ça revient relativement cher. Il faut savoir qu'un coût de dialyse, c'est à peu près 80 000 euros par an, hein. Bon, là, Sabine Rigon m'a donné les chiffres de la Cour des comptes. En 2007, c'était 62 000, donc on est à peu près 80 000. Le coût d'une xénogreffe, c'est 80 000 euros. Puis, il faut quand même faire un suivi à 20 000. Mais disons qu'à terme, ça coûte 4 à 5 fois moins cher, hein, que de continuer la dialyse, hein. Et l'avantage du rein de porc, c'est que c'est programmable, hein. Si on attend un donneur qui meurt d'un accident de la route, il faut tout de suite le maintenir en survie, et ça coûte cher pour récupérer tous ses organes. Alors que le porc, on peut programmer, hein, on le sacrifie quand il faut, hein, et donc l'équipe chirurgicale peut être prête. Alors évidemment, ça amène une grande réflexion éthique, hein. Alors on a connu dans notre section donc Claude Huriet, hein, qui a initié en 1994-1988 toutes ces réflexions, hein. Et il y a dans notre Code civil français une notion de dignité humaine et d'intégrité du corps humain, c'est l'article 16. Il y a aussi évidemment une réticence médicale devant un risque grave de transmission et de création d'agents infectieux, hein. Alors évidemment, il y a toutes des notions d'acceptation d'une autre espèce, du coup, manipulation génétique, risque de mutation, hein, avec la proximité, la malléabilité génétique du porc, hein, qui peut être porteur de grippe, de zoonoses comme le Nipah, hein. Donc c'est un vaste débat, hein. Donc, par exemple, Jean-Paul II était pour. Les juifs et les musulmans, même s'ils ne consomment pas de porc, ils étaient OK. Mais les protestants allemands sont contre pour une raison de protection animale, parce qu'ils ne trouvent pas normal qu'on enferme un porc comme ça, qui ne sorte plus, hein. Et ils rejoignent donc l'idée que l'animal est un être sensible, hein, qui doit pouvoir exprimer ses besoins physiologiques, qu'on ne peut pas se servir du porc comme ça. Donc la recherche appliquée avance vite, hein. Alors il y a une autre voie de recherche en régénération cellulaire, en inhibition des interleukines, hein, pour essayer de réparer le rein, de régénérer le rein. Mais disons que cette xénogreffe de rein de porc, c'est quand même un horizon pratique à quelques années qui a beaucoup progressé grâce à ce prix Nobel de chimie. Je vous remercie. Merci Thomas d'avoir tenu ton temps, tout à fait passionnant. On a quelques minutes de discussion, des remarques, des interventions. Oui, Jacques, toi. Petite question naïve. Si on enlève qu'un seul rein à un porc, est-ce qu'il peut survivre?
Donc, merci. Les deux reins, donc ça fait 3 greffes. Hein. On ne va pas le laisser vivre comme ça. Oui, Pierre Bec. J'ai pas ouvert le micro, pardon. Quelle est l'espérance de vie sur une telle greffe? Alors, une greffe d'homme, ça tient 10-15 ans. Hein. Un porc, ça vit moins longtemps. On n'a pas de recul. Mais on peut dire qu'on prend quand même des porcs qui sont relativement jeunes. Hein. Donc, le porc a quand même une espérance de vie normale, enfin plus maintenant, mais d'une 15-20 ans. Donc, on va espérer que ça peut tenir une dizaine d'années. Et puis, on peut en remettre un autre. Hein. On aura de la ressource, hein, sans attendre l'honneur, quoi. On pourra le remplacer immédiatement si ça va plus. Hein. Oui, Chantal Finance. Oui, merci Thomas pour cet exposé vraiment intéressant et puis qui mérite de lancer une réflexion à la fois scientifique mais aussi éthique et quelque chose d'important qui est quand même l'acceptabilité pour l'humain, pour l'homme, d'un corps étranger. On voit que c'est déjà assez compliqué, je dirais, de faire accepter une greffe d'homme à homme, d'un organe humain à un autre organe humain. Dans le cas de la greffe, alors c'est un peu plus un commentaire qu'une question. Dans le cas de la greffe rénale, on se trouve dans des situations où généralement on a une alternative puisqu'on a la dialyse, comme tu l'as bien dit, avec effectivement la contrainte, je comprends bien, pour le patient d'une altération de la qualité de vie et puis du coup, mais néanmoins, ce qu'on n'a pas en greffe cardiaque, bon, on a cette alternative en greffe de rein, donc avant de passer, je dirais, à la greffe d'un organe étranger. Ne pourrait-on pas quand même accentuer les campagnes de dons d'organes, sachant que, comme il a été dit suite à la question de Jacques, qu'on peut très bien vivre avec un seul rein, et on sait très bien que les dons de reins de donneurs vivants sont tout à fait possibles. Et donc, quelles seraient les démarches à faire, à accentuer? Je me tourne un peu vers tous, et vers les médecins, pour favoriser le don, en particulier en France. Je ne sais pas si c'est la même problématique ailleurs qu'en France. C'est vrai qu'on peut regretter quand même qu'il n'y ait pas assez de donneurs d'organes. Il n'y a probablement pas assez de donneurs d'organes, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de personnes qui continuent à vivre, qui pour des maladies chroniques que tu connais bien ont des insuffisances rénales. Donc en fait, il y a une augmentation des besoins. Alors, je ne vais pas poser la question à l'Assemblée de savoir si quelqu'un veut donner son rein comme ça à quelqu'un d'autre, mais qui serait d'accord pour recevoir, dans l'éventualité, un rein de porc, condition bien sûr que les conditions de sécurité soient respectées. Alors, moi j'étais intéressé, Thomas, par cette question quand même qui a coûté la vie à la première personne, qui est celle des infections. Qu'est-ce que l'on a comme projet pour éviter justement de transmettre des virus? Est-ce que les détections sont suffisantes? Est-ce qu'on peut débarrasser éventuellement les porcs de leur virus? Est-ce qu'on peut le faire après intervention? Il y a les virus qui sont dans le, il y a les virus qui sont dans le corps du porc. Ça, on peut faire des tests, on peut les exclure relativement facilement. Hein. Bon, il peut toujours y en avoir un qui soit caché dans les ganglions, mais c'est quand même des jeunes porcs. Hein. Bon, le gros problème, comme je dis, c'est les rétrovirus. Hein. Donc là, par cette génomique, on a réussi à les bloquer. Hein. Donc, ils ne peuvent pas s'exprimer. Hein. Et sinon, il n'y aurait pas eu d'autorisation. Là, il y a eu des autorisations de la FDA, hein, de la Food and Drug Administration, mais c'est des autorisations ponctuelles. Maintenant, ça se libère parce qu'on sait bloquer ces rétrovirus qui pourraient quand même provoquer une pandémie. Hein. Oui, mais la personne est quand même morte d'un problème viral, semble-t-il. Ou à moins qu'on ne sache pas exactement. Bon, elle avait beaucoup de comorbidités, apparemment. Bon, Oui, puis il y avait une greffe de cœur, je crois, en plus. Hein. situation quand même un peu de fin de vie, il me semble. Hein.
Pas d'autres commentaires, pas d'autres interventions. Bien, merci beaucoup Thomas. C'était très intéressant.